Hey, salut la gang! Salut Kiwi! Salut Marie! Bonjour tout le monde! Hey, aujourd'hui, on vous emmène dans un endroit vraiment spécial. Nous sommes en France, à Verdun. Un nom qui résonne comme un coup de canon dans l'histoire. 300 jours de combat, plus de 700 000 soldats tués, blessés ou disparus. Et une terre qui, encore aujourd'hui, garde les cicatrices de cet enfer. On est dans un champ de bataille? J'ai oublié mon casque, moi. Écoute bien, Kiwi. Verdun, c'est l'un des plus grands symboles de la Première Guerre mondiale. Des hommes venus de toute la France, mais aussi d'Algérie, du Sénégal, de Madagascar ou du Maroc, ont été envoyés ici dans un bain de feu, de boue et de métal. Puis tout ça, pourquoi au juste? C'était pas pour un tournage de film, là. C'était des vraies vies. Kiwi, on va t'amener là où tout a commencé. Là où la mort ne faisait plus la différence entre l'uniforme bleu, l'uniforme gris, entre Français et Allemands. Ouh, ça fait froid dans les plumes. Même quand le soleil brille. Kiwi, pour comprendre Verdun, il faut revenir au début en 1914. Toute l'Europe est prise dans un engrenage infernal. Les pays sont en querelle. Il y a des alliances militaires et arrive une étincelle majeure à Sarajevo. L'assassinat d'un archiduc. En quelques semaines, c'est l'explosion. On a mis le doigt dans un engrenage interminable. La France, l'Empire britannique et la Russie d'un côté, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman de l'autre. Chacun pense que la guerre sera courte, donc on prend ça à la légère. Oh, toute une erreur stratégique. Très vite, le front se fige. Des millions d'hommes creusent et tranchés de la mer du Nord à la Suisse. Et au centre, Verdun, une place forte gardienne de l'Est de la France. Mais pourquoi Verdun? Il n'y avait pas assez de bois ailleurs? Parce que Verdun, c'est symbolique. Les Allemands pensent que si la ville tombe, le moral des Français tombera aussi. Et ils espèrent épuiser l'armée française. Kiwi, ici, on se retrouve dans une tranchée française. Entre 1914 et 1918, autant les Allemands que les Français ont construit ce genre d'abri. Et pourquoi? Parce qu'ils devaient se protéger des obus et des tirs de mitrailleurs. Donc, lorsque les Français rentraient dans ce type de tranchée, ils y rentraient pour un minimum de 7 jours. C'était long, c'était pénible, parce qu'ils recevaient tous les jours d'énormes obus sur la tête. Donc, c'était la peur au ventre tous les jours. Mais, on rentre pour quelques jours, donc on devait y retrouver de tout. Un poste de secours, on devait y retrouver des toilettes, on devait y retrouver des chambres, on devait y retrouver des cafétérias. Donc, c'était comme un petit village. Mais on recevait des bombes tous les jours. J'aimerais bien découvrir leur milieu de vie, mais sans les bombes. Un bandage, un peu d'eau et beaucoup de courage. Ça, c'est le vrai visage de la guerre, pas celui des films. Pas de fromage, pas de cacahuètes. Pas drôle, votre magasin? Ici, on fabrique pas des meubles. On fabrique des abris pour survivre. Manger, quand on pouvait. Réparer les trous dans les bottes, vital pour survivre. Même les chevaux avaient droit à leur équipement sur mesure. Pas de Wi-Fi, juste des fils et des cris. Il y avait même le journal, mais pas pour la lecture. Ils avaient une chambre individuelle. Tout un luxe. Kiwi, ici, on est dans la tranchée offensive. Ce qui veut dire que la ligne de front se trouve juste derrière moi.
Donc les tranchées allemandes sont à moins de 120. Lorsque les Français se retrouvent sur le bord de la barricade, c'est pour sortir et aller essayer de prendre la tranchée des Allemands. C'était dévastateur, c'était meurtrier. Est-ce que ça servait à quelque chose? Pas vraiment. Ici à Verdun, plusieurs soldats dans les tranchées ont rapporté ce témoignage incroyable. Il paraît qu'un soldat français sifflait sans arrêt, même quand les obus tombaient tout près. Certains disaient que c'était pour garder la tête froide, d'autres qu'il avait tout simplement perdu l'esprit. Mais peut-être qu'il sifflait tout simplement pour se libérer l'esprit de tout ce qui l'entourait. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas une légende, car ce soldat a été une figure symbolique de la guerre. Celui qui s'accroche à un geste simple pour ne pas sombrer. Siffler comme un pinson, ça remonte toujours le moral. Et puis un jour, il y a eu Vaillant. Pas un soldat comme les autres. Vaillant, c'était un porteur d'espoir. Un pigeon voyageur dressé par l'armée française pour faire passer des messages. Là où les hommes ne pouvaient plus aller. Pendant la Grande Guerre, les communications étaient souvent coupées. Les téléphones, les estafettes, tout devenait des cibles faciles. Alors, les Français ont dressé des pigeons voyageurs. Ils sont petits, discrets et efficaces. Sûrement plus discret qu'un petit perroquet comme moi. En juin 1916, au fort de Vaux, un bataillon français est encerclé. Plus de radio, plus de coureurs, d'estafettes, rien du tout. Les hommes sont blessés, affamés et assoiffés. Alors on confie un message au dernier pigeon encore vivant, au fort. Vaillant s'élève dans un ciel noir d'obus. Il traverse la fumée, le gaz, les tirs. Il est blessé en vol. Il poursuit. Et il atteint finalement son pigeonnier. Juste à temps. Grâce à lui, le message est reçu. Les secours sont envoyés et un régiment est sauvé. Vaillant est mort quelques instants après, mais il avait rempli sa mission. Pour son courage, il a reçu la Croix de guerre avec citation. Son corps a été naturalisé. Les oiseaux sont toujours là quand il faut sauver les humains, hein? Et il a même pas pu finir son cadeau de cacahuètes. Mais on n'a pas oublié son nom, Vaillant. Un cœur qui a battu dans un ciel d'obus et qui a sauvé des hommes. Moi, j'ai peur de l'aspirateur. Il était vraiment exceptionnel, ce Vaillant, ce pigeon. C'est pas une bataille pour gagner du terrain, c'est une machine à broyer des humains. Le but, c'est d'user l'adversaire. Verdun devient une meule à chair humaine. Mais c'est pas un jeu, là. C'est des jeunes, des familles, des rêves qu'on a envoyés se faire exploser. Exactement, Kili. Il n'y a pas de gentils ou de méchants ici. Juste des garçons de 18-20 ans de France, d'Allemagne et des colonies françaises, jetés dans l'enfer. Et quand la mort ne choisit plus entre les nationalités et les uniformes, il reste quoi? L'ossuaire de Douaumont. Le plus grand cimetière sans nom d'Europe. On t'y amène, Kiwi? Kiwi, voici l'ossuaire de Douaumont. Ce bâtiment abrite les restes de plus de 130 000 soldats français et allemands. Des hommes déchiquetés, brûlés et broyés, dont on n'a jamais pu identifier les corps. Ils sont ici, ensemble, ennemis de guerre, mais frères de tombe. Il n'y a plus d'uniforme, plus de grade. Juste des os mêlés et des âmes silencieuses. 130 000? C'est plus qu'un stade de foot rempli. Il y a beaucoup de monde ici. Regarde, Kiwi. La tour de l'ossuaire ressemble à un phare. Mais ce n'est pas un phare pour les vivants. C'est une sentinelle du souvenir. Elle crie sans bruit que, sous cette terre, il n'y a plus d'ennemis, juste des corps et le silence.
bien honorer les morts dans ce cimetière, on a placé les croix des tombes bien orientées, enlignées à l'horizontale, la verticale et la diagonale. L'effet est majestueux. Ça l'incite au recueillement et au respect. Verdun, c'est un cri muet. Un cri lancé par des milliers de jeunes qu'on a envoyés ici, armés de baïonnettes, contre des canons. Ces noms sont gravés dans la boue, dans la pierre et dans la mémoire de l'humanité. Ici, il n'y a pas d'héros, juste des vies sacrifiées par orgueil, par stratégie, par aveuglement. Verdun n'est pas une victoire, c'est une blessure collective. Et notre devoir, c'est de ne pas laisser cette blessure cicatriser trop vite, pour ne jamais la réouvrir. Se souvenir, ce n'est pas regarder le passé avec nostalgie, bien sûr. C'est le regarder en face, pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Verdun doit rester un rappel, un refus, un plus jamais ça. On ne peut pas changer le passé, mais on peut choisir d'y penser, par exemple, pour éviter de refaire les mêmes erreurs. Car les vraies victoires, c'est celles où personne tombe. Merci à ceux qui sont tombés pour avoir protégé nos libertés. Vous avez aimé notre vadrouille? Eh bien, abonnez-vous et suivez-moi sur Histoire à Plume.